chimioprévention fait ses preuves à Boussé. Des médicaments administrés à des enfants durant la période de haute transmission, mais c'est protégé à l'abri des crises palus. Un résultat intéressant dans un pays où le paludisme est l'un des facteurs de la mortalité néonatale qui grève l'indice de développement humain. Un Burkinabé sera certainement la prochaine attraction des championnats mondiaux de Floride de powerlifting. Il s'appelle Cheikh Ahmed Alassane Sanou. Il a réussi avec brio sa sélection pour le rendez-vous de Floride. Dans ce journal, nous ferons un tour dans les nuages et sur les sites du sol d'ensemencement des nuages avec les génies du programme national Saga. Le programme a été actif au cours de la saison pluvieuse pour contribuer à la mobilisation des ressources en eau pour l'agriculture. Madame, Monsieur, voici les titres de votre journal. Bienvenue aux informations. Cela dit, la saison pluvieuse tire à sa fin et les évaluations des spécialistes font ressortir d'importantes précipitations. Les champs présentent de bonnes physionomies dans la plupart des localités et les plans d'eau sont à des niveaux appréciables et satisfaisants. Grâce soit rendue donc au ciel. Durant la saison, le programme Saga a apporté sa contribution à la nature pour accroître la mobilisation des ressources en eau. Comment ce programme opère-t-il? Comment procède-t-il? Abdelaziz Yagibou s'est intéressé au sujet. Il a suivi pour vous les techniciens du programme national Saga dans les nuages et sur certains sites d'ensemencement des nuages. Et voici son reportage. Au-dessus de Bobo-Dioulasso, un ciel très chargé. Des nuages agglutinés qui vont quelques minutes plus tard s'abattre sur la ville. Mission réussie pour l'équipe du programme Saga qui vient d'interagir avec une nature généreuse. 45 minutes environ dans les airs ont suffi pour donner ces résultats. L'intervention a consisté par la technique d'ensemencement à l'aide d'un vecteur aérien à favoriser et à accélérer le processus d'agglomération des nuages aux particules d'eau assez consistantes. L'équipe du programme Saga est sur la brèche depuis le mois de mai. Des spécialistes du temps et des nuages, des officiers et sous-officiers de l'armée de l'air qui mettent en commun leur savoir-faire en vue de contribuer à mobiliser des ressources en eau au profit des zones déficitaires du Burkina. Les activités opérationnelles ont commencé exactement au mois de juin. Depuis lors, à intervenir de manière conséquente sur l'ensemble du territoire et au jour d'aujourd'hui, nous sommes à peu près une trentaine de sorties. La Direction générale de la météorologie avait relevé la zone des hauts bassins, la zone des cascades comme déficitaire, alors que c'est un peu la zone grenier du Burkina Faso. Donc il fallait vraiment que le programme Sahara s'évertue à trouver en tout cas la technique pour augmenter les pluies là-bas. Pour accomplir au mieux ces missions, le programme Sahara dispose de moyens d'ensemencement aérien et terrestre. Des équipements manipulés avec dextérité par des compétences nationales. Nous disposons actuellement de 2 radars qui sont installés l'un à Bobo et l'autre à Ouagadougou, de 2 King Air qui sont essentiellement dans la flotte de l'armée de l'air et des générateurs. Nous sommes ici dans la salle des opérations de Bobo-Dioulasso. Aux côtés de l'équipe permanente, une mission de renfort venue de Ouagadougou. Des avertis des questions météorologiques qui, au moyen d'équipements satellitaires et d'un radar, surveillent l'évolution du temps. Ils ont la possibilité de fournir des informations en temps réel ou quasi réel sur le comportement des nuages dans l'atmosphère. Les techniciens à la tâche dans la salle des opérations sont constamment en état de veille. Question de pouvoir repérer et localiser au bon moment les formations nuageuses au stade de maturité qui viendraient à survoler le pays. Des nuages comme ces cellules en évolution depuis le ciel de Boromo vers celui de Bobo-Dioulasso. Une situation intéressante, vite détectée par le système de surveillance. Il faut tenir en alerte l'équipe de l'avion d'ensemencement, encore appelé vecteur aérien. Avant le décollage pour l'intervention, la section qui s'occupe de la mécanique doit apprêter l'appareil en fixant à ses ailes les produits utilisés pour ensemencer. On utilise essentiellement 2 produits, à savoir du sel hygroscopique qui est utilisé sous la base de nuages. Voilà. En vol, il est simplement brûlé et sous l'effet du courant ascendant, ces produits rentrent sous la base de nuages. Il y a aussi l'iodide d'argent, qui est tout simplement des éjectables qui sont utilisés au sommet du nuage
sommes actuellement dans le ciel de Bobo-Dioulasso, à 3000 pieds, soit environ 900 mètres du sol. Un ciel qui présente une situation favorable pour l'ensemencement avec des formations nuageuses assez matures venues de la partie est du pays. La mise à feu est exécutée par l'équipage. Environ 15 minutes, c'est l'estimation de la durée de l'ensemencement. Une intervention avec à la clé du succès. Les cellules ensemencées ont vite grossi, rendant difficile le retour du Kinger R200. L'avion de marque américaine doit traverser des masses nuageuses d'une grande envergure appelées lignes de grains. Au centre du pays, si d'importantes précipitations ont été enregistrées au fil des saisons, c'est grâce en partie à l'action du vecteur aérien, mais aussi à la partition jouée par les générateurs au sol. Nous sommes sur le site de Zam dans la province du Ganzourgou. Les agents qui s'y trouvent viennent de recevoir des instructions depuis la salle des opérations à Ouagadougou. Sur ces sites, il y a deux types d'équipements. Nous avons tout d'abord les postes radio HF qui sont alimentés par l'énergie solaire qui permettent de rester en contact permanent avec le centre des opérations au siège du programme Saga. Et en plus de cet équipement radio, nous avons des générateurs d'ensemencement au sol qui sont essentiellement composés d'une bonbonne qui contient des produits chimiques pour traiter les nuages. Une approche saluée certes, mais qui suscite chez plus d'un Burkinabé une interrogation majeure. N'y a-t-il pas des raisons de craindre à court ou à long terme des effets négatifs de ces produits chimiques injectés dans l'atmosphère sur l'homme, l'animal et l'environnement? Non, pour ça, on peut donner l'assurance que les produits utilisés ne sont pas nocifs. Sinon, depuis 1998 qu'on intervient, je crois qu'au niveau de la santé, on devrait constater quelque chose d'anormal. On faisait des prélèvements, des quantités de tombées où il y a le produit là-dedans. On essaie d'analyser au laboratoire pour voir si c'est nocif ou c'est pas nocif. Et jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à aujourd'hui, et on continue à le faire. Véritable rempart face à une nature parfois hostile, Saga éprouve cependant des difficultés pour accomplir au mieux sa mission. Difficultés au nombre desquelles la vétusté et l'accès difficile de certains sites d'ensemencement, surtout pendant l'hivernage. Du haut de sa quinzaine d'années d'existence, le de nouvelles ambitions. Ses priorités, renforcer son dispositif aérien et terrestre et améliorer les conditions de travail de son personnel en vue de contribuer efficacement à la lutte contre les poches de sécheresse au Burkina. Le Burkina prépare son 4e rapport sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Acteurs étatiques, sociétés civiles et partenaires techniques et financiers étaient invités à valider le projet de rapport soumis à leur appréciation. Reportage Estelle Judith Assokba. Le Burkina Faso se prépare pour présenter au secrétariat général des Nations Unies son 7e rapport périodique de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Pour être au rendez-vous, un comité avait été chargé de collecter des informations auprès de tous les acteurs, de les analyser, de produire un projet de rapport. Le 7e rapport tient compte des insuffisances qui ont été relevées lors de la présentation du 6e rapport et également il tient compte des recommandations en ce sens que parmi les insuffisances qui avaient été relevées, il était question du fait que les données n'étaient pas suffisamment désagrégées dans le 6e rapport. Il y avait également le faible taux de représentativité des femmes. Acteurs étatiques, sociétés civiles et partenaires au développement prennent connaissance du dit rapport en vue d'y apporter des amendements. Au niveau de l'éducation, nous pouvons dire que les droits des femmes sont pris en compte, notamment également au niveau de l'accès des femmes à la terre. Il y a une prise en compte quand même des femmes dans les différents processus d'attribution des terres, que ce soit aménagé ou non. Et également au niveau de la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous avons eu à mener des études qui nous ont permis de déceler des dispositions discriminatoires au niveau du code pénal, du code des personnes et de la famille que nous avons transmis, acquis de droit, et nous espérons que ces dispositions seront prises en compte. Le document, une fois validé, sera transmis au gouvernement pour adoption.
Pour mémoire, c'est tous les 4 ans que le Burkina Faso se prête à cet exercice devant le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes du système des Nations Unies. Le Premier ministère met les connaissances de ses agents à niveau sur le concept de gestion axée sur les résultats, renforcer les compétences des travailleurs pour être plus efficaces et plus efficients. C'était l'objet de cette formation. Dans cette initiative, l'institution bénéficie de l'accompagnement du PNUD, reportage signé de Claudine Bikaba. C'est en 2010 que le Burkina a adopté une politique nationale de renforcement des capacités dont l'objectif est de développer les aptitudes humaines et institutionnelles dans le public comme dans le privé pour réduire la pauvreté au bénéfice des populations. C'est dans la mise en œuvre de cette politique que les agents du Premier ministère ont été formés à Kombisiri en 12 jours sur la gestion axée sur les résultats. La gestion axée sur le résultat qui permet, dans un contexte de rareté des ressources, d'assurer une gestion efficace et efficiente. Et comme vous savez aussi, le Premier ministère est une institution qui est au carrefour de l'action gouvernementale. Nous avons donc pensé qu'il était approprié de permettre à nos collaborateurs de tout niveau et de toute profession de pouvoir s'approprier non seulement le concept, mais également les outils pour être davantage armés dans l'étude et l'examen des différents dossiers du Premier ministère. Une formation qui aura permis à une centaine d'agents de cette institution d'acquérir des compétences sur ce concept. Essentiellement, nous avons vu avec ce personnel-là l'ensemble donc des notions liées à la gestion axée sur les résultats, mais aussi en l'air d'autant donc de compétences nécessaires pour la manipulation des outils liés donc à cette gestion axée sur les résultats. Cette formation a été une occasion pour nos participants d'apprendre beaucoup sur les concepts, sur la gare, la méthodologie et quels sont les outils. Et cette formation va nous permettre d'améliorer la qualité du travail. Des attestations sont remises ici symboliquement pour sanctionner cette formation. C'est toujours l'ambiance de Tabaski qui règne à travers le Burkina. L'Aïd el-Kébir qui a été célébré avec ferveur par les fidèles musulmans. Je vous invite à voir les images de la grande prière à Gawa, à la place de la Nation et le terrain dit des commerçants. Des images commentées par Isiaka Nana et Draman Dadian. Place de la Nation de Gawa ce samedi 4 octobre pour la célébration de l'Aïd el-Kébir ou la fête de la Tabaski. Prêche, bénédiction et lecture de versets du Coran suivis des 2 rakats ont été les moments forts de cette commémoration. Occasion également pour le grand imam de la cité de Bafougi d'appeler les fidèles à plus de raffermissement dans leur foi. Quand on regarde les prières, sont nombreux. Ceux qui prient sont nombreux. Mais les vrais musulmans sont minimes. Donc on a appelé les fidèles musulmans, on n'a qu'à être vrais croyants comme Dieu veut. On n'a qu'à adorer Dieu comme Dieu veut. On n'a qu'à suivre le chemin de Dieu comme Dieu a demandé. C'est ça le vrai croyance. Même ferveur ici au terrain dit des commerçants, lieu choisi par le mouvement sunnite de Gawa pour la grande prière de l'Aïd el-Kébir. Nous célébrons cette fête en mémoire du prophète Abraham qui a sacrifié son fils. Aujourd'hui, c'est un jour important pour tous les musulmans du monde entier et nous devons communier dans l'amour et la joie. Il y a des vœux forcément, et les vœux qui vont à l'endroit de l'apaisement, des tensions, la cohésion sociale, et tous ces mots qui peuvent nous permettre en tout cas de vivre heureux dans cette commune. En plus de ces vœux émis, les fidèles musulmans de Gawa ont aussi prôné l'entente mutuelle entre les musulmans et les autres communautés religieuses. Et sans déroger à la tradition du sacrifice fait par Abraham, le bélier a été immolé ce jour. Le temps est ainsi donné pour la fête, un moment de communion et de partage.
cap sur Dédougou pour vivre une même ambiance pieuse. Louanges et sacrifices de moutons étaient également les temps forts de la Tabaski. Reportage signé de Francis Tien. C'est sur l'espace de la grande mosquée de Dédougou que les fidèles musulmans de la cité de Bankoui se sont donné rendez-vous pour la prière de la Tabaski. La communauté musulmane a communié à travers prières, louanges et adorations. Après la prière, place au sacrifice du mouton. À travers cet acte, les fidèles musulmans entendent respecter la volonté de Dieu exécutée par Abraham. Ça a été donné à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces jours comme ça, si ça trouve que vous avez en bonne santé, ça trouve que vous avez un petit moyen, vous pourrez avoir un bélier et gorger à cause de Dieu. Pour les fidèles musulmans, l'Aïd el-Kébir est un jour de prière, de partage et de communion avec les autres. C'est de fêter avec ma famille, saluer les amis, tout ce que je suis à mesure de rencontrer et ce que je peux rendre visite. Afin de cultiver la solidarité entre les religions, d'autres confessions religieuses ont communié avec les musulmans durant ce grand jour. Si chacun de nous vraiment s'élève vers le Seigneur, nous ne pouvons pas ne pas nous aimer les uns les autres. Nous ne pouvons pas ne pas aimer la paix. La paix et le pardon ont aussi été au centre des vœux de l'imam. Il faut qu'on se pardonne. Notre pays même a besoin de pardon aujourd'hui. On doit se pardonner pour que le pays puisse aller devant. Les fidèles musulmans ont enfin imploré Dieu pour que le Burkina Faso soit épargné de la fièvre Ebola. Le grand imam a invité les fidèles musulmans à se soumettre toujours à la volonté de Dieu dans leur quotidien. Les Lions de Burkina, notamment les clubs de Ouagadougou, Carité, Kano, Alliance et Cristal, tous ensemble pour accompagner le gouvernement à barrer la route au virus Ebola avec le soutien de leur ambassadeur de bonne volonté, l'honorable député Edi Kamboigo. Ils organisent une collecte de fonds et s'engagent également à sensibiliser les populations sur l'adoption de bonnes pratiques d'hygiène. Reportage Nathalie Sawadgo Nabaloum. Les Lions Club du Burkina ont fait de la lutte contre le virus Ebola leur priorité. C'est fort de cet engagement qu'ils ont procédé à la remise officielle de matériel composé de 120 lave-mains, des bactéricides, un déploiement de 50 000 flyers dans toute la ville de Ouagadougou. Un don estimé à 11 millions de francs CFA. Par ce geste, les Lions entendent apporter leur contribution à l'action du gouvernement burkinabé qui est de barrer la route à l'épidémie d'Ebola qui sévit en ce moment dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes allés dans le sens défini par le gouvernement de mobiliser quelques ressources pour avoir des savons, des bacticides et puis des seaux à laver les mains et des flyers pour expliquer aux uns aux autres ce que c'est que cette maladie. Tout le projet vise à récolter 50 millions. C'est d'ailleurs le lieu pour nous de faire un appel solennel à toutes les sociétés, à toutes les personnes de bonne volonté qui vont voir à travers cette action une occasion de s'associer pour aider les plus démunis parce que quand nous sommes ensemble, nous sommes plus forts. Et c'est un geste salué à sa juste valeur par Amédée Guimdé, secrétaire général du ministère de la Santé. Le matériel que nous venons de recevoir ce matin, d'une valeur de plus de 10 millions, permettra à l'ensemble des structures du ministère de la Santé et aux formations sanitaires de pouvoir être mieux préparées, mieux aptes à faire face à la situation éventuellement et à se prémunir de toute situation désastreuse qui pourrait arriver. La réalisation de cette campagne de collecte a été rendue possible grâce au soutien de leur ambassadeur de bonne volonté, l'honorable Edi Kamboigo et certains partenaires. Les Lions s'engagent à poursuivre les actions et à accompagner le gouvernement dans la lutte et la prévention d'autres endémies. Le comité d'organisation du SIDATON rend compte des résultats de la collecte de fonds organisée en 2013, de l'utilisation qui est faite ou qui sera faite des différentes contributions. Les organisateurs ont aussi annoncé les couleurs de la prochaine campagne de collecte 2014 qui se tiendra en fin novembre. Reportage toujours signé de Nathalie Sawadgo Nabaloum.
Plus de 30 millions de francs CFA, c'est le montant de la collecte pour la 3e édition de campagne SIDAthon qui s'est déroulée de mai à septembre 2013. Le comité d'organisation décide d'utiliser cette somme pour financer l'accès à l'examen de la charge virale au profit de 5000 personnes vivant avec le VIH dans les zones rurales. Il y a 30 millions 28 000 qui a été mobilisé au titre de l'édition 2013. Et ensuite, il y a au point de vue un autre bilan qui est capital pour nous à être fait parce que les gens ne le savent pas. Il y a plus de 1000 courriers qui ont été distribués. L'autre bilan que nous pouvons aussi retenir de l'édition antérieure, c'est l'ouverture de la population. Voilà. La population s'est ouverte, ils ont accepté de contribuer, mais c'est lors du direct. 2 tiers des ressources vont être investis dans la charge virale et les 1 tiers vont servir à préparer l'édition future. La charge virale, selon le président du comité d'organisation, est le seul examen qui permet de mesurer le succès du traitement par les ARV. À cet effet, le comité a identifié des sites fonctionnels pouvant réaliser cet examen. Il s'agit de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et de Wayugia. Il a aussi subventionné l'aménagement du laboratoire de Tenkodougou. Si le bilan s'avère satisfaisant, il n'en demeure pas moins que des difficultés existent. Notamment du retard dans le démarrage des officiels de la campagne, des difficultés dans la mobilisation du budget pour l'organisation et la faiblesse dans le mécanisme de recouvrement. Tirant leçon des éditions passées, le comité d'organisation envisage des innovations avec la 4e édition de SIDAthon. Il sera question de mettre l'accent sur la communication, la distribution des fiches de souscription et l'émission des tickets de gala au moins 1 mois à l'avance. La 4e édition est prévue pour se tenir à la fin du mois de novembre 2014. Une expérience de prévention du paludisme qui donne des résultats intéressants, ça s'appelle la chimioprévention. Elle consiste à administrer chaque mois des médicaments antipalustres aux enfants de 3 à 59 mois et ce durant la période de haute transmission de la maladie. Cette méthode adoptée par l'OMS en 2012 est expérimentée au Burkina dans le district sanitaire de Boussé. La méthode s'avère très efficace et gagnerait à être étendue à tous les districts sanitaires du pays. Le reportage de C. Sylvestre Da. Il a 4 ans et se nomme Ben Saïd Kouama. Il fait partie des 3700 enfants environ de 3 mois à 5 ans répertoriés dans les districts sanitaires de Boussé qui ont bénéficié des 2 campagnes précédentes de chimioprévention du paludisme saisonnier. La chimioprévention du paludisme saisonnier en fait consiste à l'administration de traitements antipalustres composés de 2 molécules, la sulfadoxine pyrimétamine et l'amodiaquine qu'on administre en fait de façon mensuelle aux enfants de 3 mois à 59 mois et ça permet en fait de les protéger contre le palu. Et le mécanisme d'action, c'est de maintenir en fait des concentrations thérapeutiques dans le sang de l'enfant, ce qui fait qu'ils ne vont pas développer en fait de paludisme. La mère du petit Ben Saïd, tout comme bon nombre de mères rencontrées, atteste de l'efficacité du traitement. Chaque année, à l'heure là, on nous hospitalise, mais cette année, en tout cas, je me réjouis. Et c'est pas, en tout cas, peut-être que ça ne va plus venir. La chimioprévention du paludisme a été adoptée par l'OMS en 2012 et vient en complément des autres méthodes de lutte contre le paludisme qui existent déjà. La fondation américaine Alliance internationale pour l'action médicale allemande et un consortium de 3 ONG nationales sont les initiateurs de la campagne à Boussé. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre global d'un projet médico-nutritionnel au profit des enfants. Le coût total du financement s'élève à plus de 119 millions de francs CFA. Pour la première phase, ça nous a monté à près de 30 millions. Nous avons terminé la deuxième phase, mais en termes de bilan financier, nous ne l'avons pas pour le moment. Mais visiblement, il sera moindre. Mais la troisième campagne, peut-être que le coût va monter parce qu'il faut réformer. La campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier comprend 4 passages mensuels. Les 2 premiers se sont déroulés au mois d'août et septembre, et les 3e et 4e sont prévus en octobre et en novembre. 4 mois qui correspondent au Burkina à la période dite de haute transmission du paludisme. Et la stratégie mise en place, c'est la stratégie de porte en porte. Donc les distributeurs doivent aller de concession à concession
Et de champ à champ, et dans les marchés, en tout cas partout, on peut retrouver une maman avec ses enfants pour administrer les produits. C'est un traitement de 3 jours, donc ils administrent la première dose à l'enfant sur place, ils vérifient que l'enfant n'a pas vomi et ils remettent le reste du traitement pour J2 et J3 aux parents ou à la maman en fait, qui administre pour les jours prochains. Une équipe de plus de 250 distributeurs mobilisés et formés permet de ratisser toute l'aire géographique du district sanitaire en 3 jours. Nous avons pu, lors de la première campagne, toucher tous les enfants qui étaient prévus. Au total, 31 566 enfants. Et au cours également du deuxième passage, nous avons pu encore atteindre cette cible. Et donc, ce qui est très satisfaisant avec des couvertures supérieures à 100%. L'impact de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier est perçu aussi bien dans les familles que dans les centres de santé. À la pédiatrie du serment de Boussé, le docteur Ouattara, médecin traitant et responsable de l'activité médicale du projet, se fait le plaisir de nous faire visiter les salles d'hospitalisation quasiment vides. À noter que dans le district sanitaire de Boussé, 50% des consultations et 75% des hospitalisations et des décès d'enfants étaient liés au paludisme avant l'instauration de la chimioprévention du paludisme saisonnier. Si vous étiez venu l'année passée comme ça, je ne pense pas qu'on aurait pu tenir une interview. Tellement on était pris par le travail. On faisait des taux d'occupation de plus de 140-150%. Voilà, par rapport au nombre de lits, on était obligé même d'espacer un peu plus les lits, de mettre les nattes avec des matelas pour essayer de compenser. Et même on était obligé de négocier une salle en chirurgie l'année passée pour hospitaliser. Mais ces mois, les références ont baissé. Type d'aujourd'hui même, on avait en hospitalisation, lutte pédiatrique, cumulé 7 malades. Dans quelques-uns des 26 CSPS de l'aire sanitaire visités, c'est le même constat. Les cas de paludisme des enfants seraient rares depuis le début de la campagne. L'impact déjà de cette stratégie, en tout cas, nous avons constaté au niveau des consultations journalières que le nombre d'enfants de 3 mois à 5 ans a baissé. Donc, ça a réduit considérablement quand même les cas du paludisme. Au mois de septembre 2013, nous avons reçu nous avons consulté environ 1300 malades, dont environ 700 à 800 enfants de 0 à 59 mois. Mais présentement, ce mois de septembre, nous sommes à 800 malades avec environ 300 enfants de 0 à 11 mois. Donc, on peut dire que quand même, sans que ça a vraiment baissé. L'objectif de la campagne est de réduire de 60% les cas de paludisme d'enfants à Boussé. Le projet a prévu aussi un volet prise en charge des malades. Ainsi, les enfants admis en pédiatrie pour cause de paludisme sont pris en charge gratuitement. Une prise en charge qui comprend la consultation, les médicaments, l'hospitalisation et les repas. Au dire du docteur Ouattara, beaucoup de cas proviendraient de localités en dehors de l'aire sanitaire de Boussé. C'est pourquoi la coordination du projet souhaite, avec l'appui des partenaires et des autorités, voir la chimioprévention du paludisme instaurée à travers le territoire national. La Fondation Allemand et ses partenaires entendent eux l'étendre au district sanitaire de Yako l'année prochaine. Les acteurs du showbiz donnent leur sang pour sauver des vies en danger, surtout dans ces périodes de pic de crise palustre. L'artiste musicien Modeste et ses camarades entendent perpétuer ce genre de gestes de cœur et de solidarité. Reportage Claudine Bikaba. Les acteurs du showbiz entendent par cette opération de don de sang sauver des vies. Ce besoin est de plus en plus pressant, surtout à cette période de l'année où le paludisme fait de nombreuses victimes dans les hôpitaux. La seule chose qu'on ne peut pas acheter dans une pharmacie, c'est le sang. Donc si tu peux faire ce geste-là, tu ne sais même pas qui le sang que tu donnes là va sauver. Ça peut même venir sauver ton propre enfant un jour. Donc il faut faire le geste tant que tu peux. J'en profite pour lancer cet appel à tous ceux qui peuvent organiser ce genre de choses-là et à tous ceux qui peuvent donner de leur sang, de le faire. Ça ne dure pas, c'est un geste qu'on ne peut pas quantifier. C'est un grand geste, c'est un geste qui peut sauver beaucoup de personnes. Chacun de ces donneurs explique les raisons de ce geste. Je donne mon sang pour sauver des vies. C'est un geste humain, patriote. On a des enfants qui sont malades, qui ont besoin de sang. Très souvent, on voit des parents à la sortie des hôpitaux en train de courir de gauche à droite pour ne serait-ce qu'un poche de sang pour pouvoir sauver son enfant. Donc, si il y a l'opportunité de sauver une vie ou même plusieurs vies avec son sang,
pourquoi ne pas donner? À cette occasion, plusieurs poches de sang ont été récupérées et les acteurs du monde culturel veulent perpétuer ce genre d'initiative pour résoudre les problèmes de sang dans les hôpitaux burkinabés. Effectivement, une poche de sang est toujours précieuse. L'école doctorale de l'Hypermic produit son premier docteur, Lassina Kaboré, qui a soutenu avec brio samedi dernier sa thèse de doctorat sur l'hétérorégulation des médias au Burkina Faso, facteurs d'influence et défis technologiques. Le nouveau docteur, faut-il le savoir, est un cadre du Conseil supérieur de la communication. Reportage signé de C. Sylvestre Da. 5 heures, c'est le temps qu'il a fallu au jury composé de 4 professeurs des universités et aux doctorants pour décortiquer la thèse à ses soutenances pour l'obtention du doctorat unique en sciences de l'information et de la communication. Le document, fruit d'environ 5 ans de recherche menée au Burkina Faso, traite en 300 pages de l'hétérorégulation des médias au Burkina entre 1995 et 2013, notamment les facteurs d'influence et les défis technologiques. Les résultats ils sont liés un peu aux différents axes de notre travail. D'un point de vue axe lié au professionnalisme des médias, l'idée c'est de montrer que dans notre contexte, le professionnalisme n'est pas toujours la tasse de thé de certains professionnels. C'est vrai que le métier de journaliste n'est pas un métier facile, mais il convient également de s'entourer d'un minimum de déontologie parce que le métier est ouvert et d'un minimum en tout cas de soubassement éthique et également d'un minimum en termes de réflexe pour qu'à terme on ait une information de qualité à servir au public qui en a besoin pour être un public mieux aguerri. Exposé du doctorant, critique dans la forme et le fond par chacun des membres du jury, suivi des remarques pour l'amélioration du document final, jeu de questions-réponses entre le jury et l'impétrant ont constitué les temps forts de cette soutenance. Au finish, le jury a jugé l'impétrant digne du grade de doctorat unique en sciences de l'information et de la communication avec la mention très honorable. C'est la première fois que nous avons un travail à la fois actualisé et un travail qui nous permet de couvrir sur une période de temps suffisamment longue les principaux enjeux de la régulation, qu'il s'agisse de la régulation au niveau de l'exercice du journalisme, de la régulation de l'audiovisuel, et puis on a commencé à voir effectivement des questionnements qui concernent la régulation d'Internet. Donc cette thèse est importante. Elle ne sera pas la seule, car je sais qu'au Burkina, il y a d'autres thèses qui se préparent sur le même thème, mais nul doute qu'elle va faire référence et pour le Burkina et pour toute la région d'Afrique subsaharienne où ces questions sont traitées de plus en plus à l'échelon régional, puisque les enjeux dépassent les seuls enjeux nationaux. Le doctorat en poche, Lassina Kaboré, qui est agent du Conseil supérieur de la communication, compte se lancer aussi dans l'enseignement, passionné qu'il est de continuer d'apprendre, de chercher et de partager ses connaissances. C'est ici, à l'Hypermic, l'Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias, l'information et la communication, qu'il a préparé et soutenu sa thèse. Un institut rattaché à l'Université de Ouagadougou, constitué en une unité autonome d'enseignement supérieur et de recherche et qui a une vocation panafricaine. 6 ans après leur inscription sur la liste du patrimoine mondial, les ruines de l'Europénie ouvrent un vaste champ d'investigation et de questionnement. Un ouvrage vient d'être publié et pointe particulièrement la recherche des origines des monuments de pierre de ruines occupant dans le sud-ouest du Burkina un espace de 8000 km². La publication Lieu de mémoire, patrimoine et histoire en Afrique de l'Ouest entend susciter des investigations plus approfondies pour lever entièrement le voile du mystère qui entoure jusque-là les ruines de l'Europénie. Reportage de Yolande Lompo. Ces hommes et femmes ont rendez-vous avec l'histoire à l'occasion de la dédicace du livre intitulé « Lieu de mémoire, patrimoine et histoire en Afrique de l'Ouest ». Un ouvrage qui devrait apporter des éléments de réponse sur les zones d'hommes qui subsistaient quant aux origines des ruines de l'Europénie et leurs fonctions supposées, à la demande de l'UNESCO peu de temps après leur inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Mais hélas, ces ruines n'ont pas encore fini de livrer leurs secrets, diront le professeur d'histoire Magloire Sommet de l'université de Ouagadougou et l'archéologue Lassina Saint-Pouré. Au jour d'aujourd'hui, nous savons qu'il y avait des gens au XIe siècle dans les ruines de l'Europénie. Et nous avons fait d'autres types de recherches sur les populations qui tournent autour des ruines de l'Europénie. Et les plus anciens se sont installés autour du XVIIe siècle. Nous poursuivons les recherches. Mystère et boule de gomme. Car si les populations actuelles que sont les Lobis, les Birifois, les Dagara, les Pougli et les Gyan n'en sont pas les bâtisseurs, la préoccupation de l'UNESCO reste intacte.
Composé de 291 pages, ce livre issu du colloque de Gawa est subdivisé en 3 grands chapitres. Il y a une première partie qui traite de la question du peuplement. Et la deuxième partie va concerner la question de la relation entre lieu de mémoire et patrimoine. Et la troisième partie va concerner la question de la conservation. Les conclusions auxquelles nous sommes parvenus, c'est que d'un point de vue de l'histoire du peuplement, nous avons quand même apporté des éclaircissements. On sait que les Koulango et les Téguessiers sont les plus anciennement installés. Et puis, il y a 2 types de ruines. Il y a des ruines qui sont quadrangulaires. Et puis, il y a des ruines qui sont circulaires. Est-ce que ça renvoie à 2 civilisations différentes? Ou est-ce que ça renvoie à une même civilisation? Et si c'est une même civilisation, est-ce que les 2 types de ruines ont des destinations différentes? Cette nouvelle parution pose donc les jalons de recherche future pour une connaissance approfondie de l'histoire des ruines et du peuplement de la sous-région ouest-africaine dans son ensemble, car il en existerait également une extension en Côte d'Ivoire et au Ghana. À la faveur de la journée internationale des personnes âgées célébrée le 1er octobre de chaque année, nous vous amenons à la rencontre de l'adjudant Sansan Kambou qui a fait la guerre d'Algérie, qui a servi en Mauritanie également dans le cadre de l'armée française. À la retraite depuis 1982, il préside l'association des tradis praticiens du Pony. C'est une personne ressource auprès de laquelle on puise tant de savoir. Issa Kanana et Christophe Da ont signé ce portrait. Lui, c'est l'adjudant-chef à la retraite Sansan Kambou, incorporé dans l'armée coloniale française en novembre 1952. Aujourd'hui, âgé de 82 ans, il aura passé plus de 30 ans dans les armées françaises, puis voltaïques. Nous sommes le premier qui a fait la guerre de l'Algérie, qui a commencé, ça a déclenché le 28 novembre 1954, où le sang a coulé. On était présents en Algérie. Ouais. Nous sommes revenus. Je suis reparti encore en Algérie, j'ai fait 2 séjours en Algérie. Et en 1958, j'ai fait la Mauritanie. Admis à la retraite le 12 septembre 1982, il préside depuis 1992 l'association des tradis praticiens du Pony. Il se consacre aujourd'hui à ses 7 épouses, ses 70 enfants et ses près de 170 petits-enfants. On s'aime, on s'amuse ensemble. S'il y a quelque chose, il nous appelle, et il nous réunit et il nous cause. Il m'a déjà expliqué. Il était militaire, ancien commandant. Il partait en guerre pour la paix. Une famille qu'il dit entretenir avec sa pension militaire, l'aide de certains de ses enfants, mais aussi de ses activités de tradis praticiens qu'il mène. Et en cette journée du 1er octobre dédiée aux personnes âgées, l'adjudant-chef dit la commémorer à sa manière. Je vais payer de la bière, mes enfants qui sont à côté, puis à part des essentiels, tous les autres là c'est pour moi. Ils vont amener à manger ici, la bière, on va boire, on va s'amuser, c'est tout. Néanmoins, Sansan Kambou se sent un peu oublié. Qu'à cela ne tienne, cet ancien combattant nourrit d'ambitieux projets, notamment la construction d'une pharmacie traditionnelle à Périban, son village natal. Et en tant que sage, il n'hésite pas à apporter ses précieux conseils. Je demande à tous Burkinabés, femmes, garçons, ils n'ont qu'à pardonner et se tenir main à main. Les autorités, je demande longue vie pour eux et un bon commandement que le Burkina Faso aille en avant. L'adjudant-chef à la retraite Sansan Kambou est diplômé du certificat interarmé en 1974 et du brevet de premier degré d'infanterie obtenu en 1977. Il est aussi titulaire de 7 médailles, entre autres celle du commandeur de l'ordre national, celle du mérite de la République de Haute-Volta, de la santé et de l'action sociale, mais aussi de la médaille d'honneur des collectivités territoriales. Des vacances vivantes, artistiques et créatives, on en est à la 3e édition. Cette initiative du Théâtre du Progrès et de Compassion Internationale a fait le bonheur de 400 enfants qui ont été initiés aux arts de la scène. Reportage Abdul Razak Sakandé et Bouma Ernest Nebié. Instruire par les arts vivants, tel est le credo du Théâtre du Progrès à travers Vacances vivantes au Faso.
Le concept a regroupé pendant 4 mois plus de 400 enfants de la région du centre dans des centres de développement pour enfants CDE au cours de ces vacances scolaires. Et cette année, nous avons à peu près une vingtaine de centres d'accueil. Ce que j'appelle centre d'accueil, c'est là où les enfants viennent se faire former en théâtre, en percussion, en ballet et en chorégraphie. Donc voilà autant de disciplines. On a la marionnette aussi qui est dispensée. Et les enfants, quelle que soit la discipline, s'intéressent. Vacances vivantes au FASO vise à faire des enfants des hommes de demain. L'enfant a des dons, des talents. Et il convient de les découvrir et de les développer. Et c'est dans ce cadre-là donc que nous soutenons cette activité parce que elle participe au développement émotionnel de ces enfants. Vous savez très bien qu'il ne s'agit pas d'avoir 18 sur 20 en sciences naturelles, en mathématiques pour réussir dans la vie. Encore, il faut pouvoir s'intégrer, il faut pouvoir prendre la parole en public, il faut pouvoir s'exprimer, faire passer ses idées. Les éditions précédentes ont révélé des talents et certains enfants ont eu la chance d'intégrer des troupes théâtrales. Cheikh Ahmed Alassane Sanou, dit Pron Bibi, est en train de tracer son sillon dans le powerlifting, un sport réservé aux adeptes de l'haltérophilie. Il a réussi avec brio sa sélection au prochain championnat du monde de powerlifting qui se déroulera en novembre prochain en Floride, aux États-Unis. Richard Yamego nous présente celui qui sera la prochaine attraction des championnats mondiaux de Floride de la discipline. Revoilà Cheikh Ahmed Alassane Sanou, dit Iron Bibi. C'est véritablement un bébé en acier. À seulement 22 ans dans la catégorie junior, Cheikh Sanou se prépare pour les championnats mondiaux du powerlifting du 10 au 16 novembre prochain aux États-Unis. Le powerlifting ou puissance athlétique comprend 2 épreuves. Il s'agit dans le jargon du bench press ou développé couché et du deadlift ou soulevé de terre. Cheikh Sanou, vous le voyez, est un beau bébé de plus de 148 kg de muscles que les Canadiens considèrent comme l'un des hommes les plus forts de la planète. À l'université de Moncton au Canada, où il poursuit ses études de business en administration, Cheikh Sanou écœure la concurrence canadienne. Dans ses exercices d'endurance physique appelés strongman, notre compatriote a tout simplement soufflé la première place à ses adversaires. À ses sélections canadiennes, Iron Bibi a pulvérisé des records mondiaux qui n'ont pas encore été homologués. Le natif de Bobo Dioulasso est très attendu à ce rendez-vous de Floride. Et immédiatement, il compte revenir au Burkina pour animer une compétition dénommée l'homme fort du Burkina. Amateurs du culturisme, préparez-vous, Iron Bibi arrive bientôt. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention soutenue. Bonne reprise de travail demain.